Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ces temps de confinement, on continue le cours virtuel et on va donc s'intéresser au transfert d'énergie entre systèmes macroscopiques, donc macroscopiques à notre échelle. Et on va tout d'abord définir ce que c'est que l'énergie interne d'un système macroscopique. Alors un système macroscopique est constitué de particules microscopiques qui peuvent être des atomes, des molécules. L'énergie de ce système, l'énergie interne, est notée U et elle est due donc à la contribution de toutes les particules microscopiques qui sont à l'intérieur de ce système macroscopique. Et on peut les décomposer en deux parties, ces interventions énergétiques. D'une part, ces particules sont en mouvement, elles ont donc une énergie cinétique, et donc cette énergie cinétique est liée à la température, à l'agitation thermique, et affecte donc l'énergie interne. Mais il existe aussi des interactions entre ces particules qui peuvent être de nature gravitationnelle, électromagnétique, des interactions fortes, des interactions faibles, et ces interactions-là sont donc à l'origine d'énergie potentielle microscopique et interviennent aussi donc dans l'énergie interne d'un système. Donc, si on veut déterminer l'énergie totale d'un système macroscopique, eh bien, il faut faire la somme de son énergie interne, donc de toutes les énergies microscopiques, et de son énergie mécanique. Donc là, l'énergie mécanique plus classique d'un objet qui bouge, c'est 1,5 de mv carré. Vous connaissez bien la relation. Alors, qu'est-ce qui permet de faire le lien entre le macroscopique, c'est-à-dire ce qui est visible à notre échelle, et le microscopique, qui est donc constitué des particules infiniment petites, eh bien c'est la constante d'Avogadro, qui nous dit donc combien il y a d'entités dans une mole. Et parfois on peut être amené à passer du macroscopique au microscopique grâce à cette constante. Alors, on va s'intéresser aux variations de l'énergie interne. Qu'est-ce qui peut faire varier l'énergie interne U d'un système? Eh bien, c'est deux grandeurs qui sont exprimées en joules, qui correspondent à des énergies. D'une part, le travail, W, ou bien un transfert thermique, Q. Donc, la variation de l'énergie interne, delta U, est égale à la somme du travail et du transfert thermique. Prenons un exemple concret, celui d'un radiateur électrique. Bien, le radiateur électrique fonctionne grâce à un travail électrique qu'il va recevoir, donc le travail W. Il est compté positivement si on se place du point de vue du système du radiateur électrique. L'énergie électrique étant reçue, donc le travail est compté positivement et il va fournir, donc libérer de l'énergie thermique. Et donc ce transfert thermique Q, lui, va être comptabilisé négativement. Donc tout ce qui rentre vers le système, toute énergie reçue par le système, est comptabilisé positivement, alors que toute énergie cédée ou libérée est comptée négativement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bilan énergétique concernant le système radiateur électrique. Alors on va, dans ce chapitre-là, s'intéresser préférentiellement au transfert thermique. Donc on va voir comment on peut calculer ce transfert thermique et ce qui peut affecter ce transfert. Donc on va toujours se placer dans ce qui suit dans les exercices, dans le cas où il n'y a pas de travail échangé. Donc dans ce cas-là, la variation d'énergie interne ne dépend que du transfert thermique, comme on le voit ici. Et donc le transfert thermique, de quoi dépend-il? Eh bien il dépend de la température finale et de la température initiale, un delta grand T, qui correspond à ce qu'il y a ici dans la parenthèse, et ça dépend bien sûr aussi du matériau qui est en train de changer de température. Donc le matériau, en quoi il intervient? Par sa masse, M, et par sa capacité thermique, massique, donc qui s'exprime en joules par kilogramme et par degré. Sachant que la variation de température, elle peut correspondre à une variation en Kelvin ou en degrés Celsius. Comme on fait une variation, les deux échelles sont juste décalées l'une par rapport à l'autre, translatées. Donc peu importe, le delta T, qui soit en Kelvin ou en degrés Celsius, donnera exactement le même résultat. Alors quand on a des matériaux composites, c'est compliqué d'utiliser le MC parce qu'il faudrait prendre la masse de chacun des composants par la capacité de chacun des composants. Donc parfois vous allez rencontrer dans des exercices la capacité globale du système. C majuscule, qu'on différencie des C minuscules correspondant
à la capacité de chacune des matières. Et donc on peut décomposer donc le C qui est la capacité du système comme étant la masse fois la capacité massique du système. Donc en fonction des exercices, faites bien attention aux unités en fait du C. S'il est juste en joules par kilogramme, et bien dans ce cas-là, pour obtenir le Q, c'est-à-dire le transfert thermique, on voit bien qu'il reste juste à multiplier par une température. Donc la formule, ça donnera du Q égale grand C fois delta T. Au contraire, si vous avez des données qui sont en joules par kilogramme et par degré Celsius, et bien là, dans ce cas, pour obtenir le transfert thermique en joules, il faut bien multiplier par la masse en kilogrammes et par la variation de température. Donc plutôt que de dire c'est l'une ou c'est l'autre des formules et d'hésiter, regardez les unités dans lesquelles sont exprimées les capacités thermiques et c'est ça qui vous donnera la bonne information. Donc c'est juste une petite remarque, cette formule Q égale mc delta T, elle a été abordée déjà en classe de première, donc normalement elle consiste en un rappel. Alors, on a dit qu'on allait s'intéresser principalement au transfert thermique pour voir donc comment évoluait la température, la variation de température des systèmes, mais qu'est-ce qui peut modifier cette température? Comment peuvent être faits les transferts thermiques? Eh bien, il en existe trois. Il y a d'une part la conduction. Donc la conduction fait que l'agitation thermique des particules microscopiques va se transmettre de proche en proche dans la matière, mais sans déplacement d'ensemble de celle-ci. Donc ça, c'est ce qui va caractériser les solides, par exemple. Donc illustré ici par ce tisonnier. Si on le laisse longtemps dans la flamme, évidemment, on va finir par se brûler. De proche en proche, la chaleur se transmet le long du tisonnier sans que le tisonnier voit sa forme changer, sans que les particules se déplacent. Deuxième possibilité de transfert thermique, la convection. Alors, cette fois, l'agitation thermique se transmet toujours de proche en proche dans la matière, mais avec un déplacement de celle-ci. Donc des zones les plus froides vers les zones, des plus froides vers les zones les plus chaudes. Vous avez donc des modifications de densité du fait de la température et les différences de densité font que la matière va se mettre à bouger pour s'homogénéiser. Et ça c'est valable bien sûr quand la matière peut bouger, autrement dit dans les liquides ou bien dans les gaz. Enfin, troisième possibilité de transfert thermique, c'est le rayonnement. Cette fois, l'agitation thermique va être modifiée par une émission, une absorption de rayonnement. Ce mode de transfert ne nécessite pas forcément de milieu matériel. L'exemple, bien sûr, du Soleil qui nous envoie des rayonnements qui traversent une étendue de vide entre nous et le Soleil. Tous ces échanges thermiques permettent, comme on l'a vu précédemment, d'établir éventuellement un bilan énergétique. Donc un bilan énergétique se présente sous la forme de bulles reliées par des flèches, une bulle centrale où on va mettre le système étudié, tout autour différents systèmes extérieurs qui peuvent influencer et transmettre de l'énergie thermique au système étudié, et le sens des flèches partant ou arrivant vers le système central va nous dire si c'est gagné ou perdu en termes énergétiques. Alors, comment les transferts énergétiques vont pouvoir être modifiés? Qu'est-ce qui va pouvoir influencer ces transferts? Eh bien, on va pour cela définir la notion de flux. Alors, le flux thermique exprime en fait la rapidité avec laquelle s'effectue le transfert thermique. Donc, le transfert thermique, on l'a dit, c'était la grandeur Q qui s'exprime ici en joules. Eh bien, le flux est en fait l'équivalent d'une puissance, puisqu'elle s'exprime en watts, c'est une énergie divisée par une durée. Alors attention, soyez très vigilants. Vous voyez qu'une durée, c'est pas nouveau, hein. Une durée s'exprime delta T minuscule, et tout à l'heure j'ai bien précisé que la variation d'énergie interne, le transfert thermique, faisait intervenir une variation de température, T final moins T initial, avec une notation T majuscule, donc un delta T aussi. Donc dans un même exercice, vous pouvez avoir un delta T majuscule, variation de température, et un delta T minuscule, variation d'instant, c'est-à-dire une durée. Soyez très vigilants de ne pas mélanger les deux. Alors,
Ce flux thermique correspond donc à la vitesse à laquelle s'effectue ce transfert. Quoi qu'il arrive, ce transfert se fera toujours de la source chaude vers la source froide. Donc si vous avez par exemple une paroi qui sépare un endroit chaud, température 1 supérieure à la température 2, eh bien quoi qu'il arrive, le transfert thermique se fera toujours de l'endroit chaud vers l'endroit froid. Alors évidemment, ce flux dépend de différents paramètres qui sont illustrés ici. L'épaisseur du matériau, la surface du matériau, ça intervient bien évidemment. Alors l'épaisseur et la surface sont englobées dans une grandeur qui correspond à ce qu'on appelle la résistance thermique. Donc la résistance thermique, elle porte très très bien son nom. Elle exprime en fait la capacité d'un matériau à résister au transfert, à résister au flux. Donc le flux thermique, qu'on a déjà vu ici, c'est concrètement quoi? Eh bien c'est la différence de température entre l'endroit chaud et l'endroit froid, divisé par la résistance thermique. Plus la résistance est forte, plus le flux va être petit. Plus la différence de température entre le chaud et le froid est forte, plus le flux va être grand. Intuitivement, cette relation-là, elle est très logique. Donc, on a dit que le flux était en watts, puisque c'est l'équivalent d'une puissance. La différence de température est en degrés Celsius ou en Kelvin. Donc, par homogénéité de la formule, eh bien, on peut en déduire l'unité de la résistance thermique. La résistance thermique, c'est des kelvins par watt. Alors quand on achète des matériaux pour l'isolation, par exemple dans une maison, on va voir des caractéristiques de différents matériaux. C'est pas la résistance thermique qu'on va voir apparaître, mais plutôt la conductivité thermique. Alors résistance thermique, ça exprime la capacité à résister. La conductivité thermique, à l'inverse, exprime la capacité à conduire le flux thermique, le transfert thermique. Et donc plus la conductivité thermique est forte, plus la résistance est faible, et inversement. Et on le voit dans le tableau qui est ici, de différents matériaux. Eh bien, la conductivité thermique des métaux tels que le cuivre et l'aluminium est très très forte. Donc, à l'inverse, la résistance va être faible. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, par exemple, le bois a une conductivité qui est très très faible et donc aura une résistance qui sera très très forte. Donc voilà pour la partie cours et la partie théorique de ce chapitre. J'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions et on se retrouve très vite pour la suite du programme.